Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Alors voilà, bienvenue sur La Buvette et aujourd'hui on accueille Ambre. Merci d'être là, Ambre, pour cet épisode en tant qu'invitée sur cette émission. De rien. Bien, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Merci Margot, je suis très heureuse d'être sur La Buvette avec toi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ambre et je viens du sud de la France, de Marseille, et je suis coach de vie. Et aujourd'hui, on va faire cette discussion avec Margot pour parler de tout ce qui est justement crise de la trentaine, transition de vie, parce que je suis moi-même passée par cette phase-là l'année dernière. Et que c'était une phase compliquée que je vais vous raconter. Je pense que c'est un sujet qui est pas assez abordé, qui est même moqué. Parfois, quand un jeune est un peu en crise existentielle, les personnes plus âgées disent « Ah non, mais il fait sa crise de la trentaine » ou « Il est en crise ». Et c'est un sujet qui est un peu tabou de nos jours, mais qui est vraiment présent chez beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est important de l'aborder. Donc, moi, j'ai presque 30 ans. Et l'année dernière, donc je vivais à l'étranger. Pour parler rapidement de ma vie professionnelle, j'ai fait mes études de droit à Aix-en-Provence. Et assez rapidement, ma carrière a pris son envol. Depuis assez jeune, je voulais travailler à l'étranger, dans la diplomatie. Et donc, j'ai travaillé en ambassade, en ambassade de France, donc en Inde, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, j'avais le poste d'attachée culturelle adjointe. C'était le poste de mes rêves. Et j'avais 27 ans ou 26 ans quand je l'ai atteint. C'était un poste pour lequel j'avais travaillé dur, j'avais fait des stages. Et ça arrivait assez rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais ce poste qui était génial, j'avais des responsabilités, j'étais dans la culture, donc j'organisais des expos, des concerts. Enfin, c'était vraiment super d'être au contact de l'art, de rencontrer des gens, c'était de l'événementiel, c'était génial vraiment. Puis j'habitais à Washington, qui est une ville extraordinaire, j'avais un super appart, j'avais un copain, une relation longue. Enfin vraiment, sur le papier, ma vie était vraiment parfaite. Et ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 1 an et demi, je commençais à avoir un sentiment de tristesse et un sentiment de ne pas me sentir accomplie dans ma vie de tous les jours. Enfin, j'étais contente, j'avais un quotidien hyper agréable, mais au fond de moi, je me sentais vraiment pas accomplie ou épanouie. Et je me suis dit, mais mince, je fais le travail de mes rêves, j'ai la vie de mes rêves, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui va pas chez moi en fait? Parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis ingrate? Est-ce que... Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et de là, en fait, c'est déclenché une sorte de remise en question un petit peu existentielle et identitaire, surtout parce que je me suis dit, si je suis dans cette situation mais qu'elle me convient pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne situation et c'était peut-être pas ce que je voulais, ou en tout cas c'est pas quelque chose que je veux encore dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, tout simplement? Et ce qui était dur, c'est que j'avais beaucoup d'attentes, je sais pas, de mes parents, de la société, de mes supérieurs. Enfin, surtout ma famille me disait que j'avais une très belle carrière devant moi, mais je sentais que c'était pas forcément
ça, en fait, que je voulais continuer à faire, il fallait mettre un terme à tout ça, en fait. Il fallait rompre avec tous ces aspects de ma vie qui ne me convenaient plus. C'est là que ça a été assez compliqué, dans le sens où il a fallu se battre contre moi-même déjà, parce que une partie de moi me disait mais non, c'est juste une passade, ça va aller, t'es sur une si bonne lancée, pourquoi est-ce que tu as envie de changer tout ça, continue, accroche-toi, enfin bref, une bonne mentalité de on lâche pas. Et une autre partie de moi me disait tu n'as qu'une vie, il faut pas perdre son temps, tu as exploré cette voie, tu es allé au bout, parce que c'est le sentiment que j'avais, le sentiment d'être allé au bout, en me disant plutôt est-ce que je voudrais pas trouver une autre voie, en fait, et celle qui me correspond vraiment. Enfin, j'étais vraiment en crise de la trentaine. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que je l'identifie. Donc, crise de la trentaine, déjà, c'est pas forcément à 30 ans. On dit trentaine parce que c'est autour des 30 ans, mais ça peut être entre 25 et 35 ans. Donc, peut-être Margot, tu veux qu'on en parle plus tard? Ah non, non, comme tu veux. Moi, je trouve intéressant déjà la mise en contexte Mhm. de ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et puis le fait que tu l'aies vécu, personnellement, je m'identifie déjà à ça, tu vois? Ok, ok. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'identifieront à ça. Et surtout, tu vois, quand tu as parlé de la dualité entre le mental et le ressenti, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Mhm. Mhm. Moi, je le ressens en ce moment et je suis comme toi, je vais avoir 30 ans, très bientôt, Mhm. On dans met. moins de 3 mois. Ouais. Mais ça fait déjà 1 an que je ressens ce truc-là et j'ai envie que ça change vraiment. Donc je trouve que ton expérience que tu as vécue, moi ça me parle. Ok. En tout cas, personnellement. Puis ça me parle aussi dans mon métier de coach où je retrouve ça aussi chez les personnes, en fait, tout Mhm. simplement. Ok. Ok, ok. Bah, je vais continuer à parler de ça, du coup. Donc, oui, donc crise de la trentaine, entre 25 ans et 35 ans, qui a lieu parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dès notre adolescence, pendant toutes nos études, quand on est en train de se développer, avant d'entrer vraiment dans la vie d'adulte, on a des attentes de cette vie d'adulte. On nous dit, dès que tu vas avoir ton premier travail, tu vas avoir un salaire qui va te permettre de faire ce que tu veux, tu vas pouvoir te prendre un appart, tu vas pouvoir ne plus habiter chez tes parents. Déjà, dans ce domaine professionnel, on se heurte à une réalité qui est que, non, en fait. Déjà, après nos études, ça va être enfin, pour beaucoup, c'est compliqué de trouver un travail, même si on a fait un master. Ensuite, il y a une réalité du travail qui n'est pas forcément hyper épanouissant, dans le sens où on commence avec des jobs où on a des supérieurs qui nous traitent pas forcément bien parce qu'on est super jeune, on n'a pas d'expérience. Quand on est une femme, enfin moi ça m'est beaucoup arrivé d'être traitée comme plus une assistante qu'une collaboratrice en tant que telle. Donc ça c'était assez compliqué. Ensuite, quand on entre justement dans cette vie adulte, la société commence à avoir des attentes aussi de nous. Il y a une sorte pas un emploi du temps, mais un rétro-planning, ou en tout cas un planning qu'il va falloir suivre, que tout le monde connaît. On fait on a nos premières années de travail. Ensuite, on rencontre quelqu'un, ou avant ou après, On on, fait un on se marie, on enfant. se paxe, ouais. On achète une maison, on fait un bébé, enfin voilà, il y a toute une suite logique, des cases à cocher, qu'on est censé cocher, et on a une sorte de pression que si on se range pas, en fait, dans ce mouvement, si on ne saute pas dans cette rivière, qu'on se sente un petit peu en décalage, en fait, par rapport à nos amis, par rapport à la société. On a du mal à s'identifier en tant que trentenaire, parce que on se dit, ok, pour être un trentenaire accompli dans sa vie, il faut avoir un super boulot et être heureux. Il faut avoir sa maison, son copain depuis 4 ans, et penser bébé, quoi. Ça, c'était quelque chose qui me mettait beaucoup la pression il y a 1 an et demi, parce que justement, j'étais sur la bonne voie, en fait, d'être la bonne trentenaire. Voilà, j'étais en couple depuis 4 ans, j'avais un super travail. Et c'est vrai que la question et la peur, c'était est-ce que ça vaut le coup de laisser tomber tout ça
bah pourquoi en fait? Parce que je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas forcément ce que je voulais à la place. J'étais complètement perdue. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu un saut dans le vide, dans le sens où quand j'ai décidé de quitter mon ancienne vie, enfin c'est aussi, j'appelle mon ancienne vie, enfin oui la vie d'avant, je savais pas dans quoi je m'engageais à la place. Et ce qui s'est passé, c'est que donc en janvier 2021, j'ai quitté mon poste à Washington, je suis rentrée en France, j'ai quitté mon ancien compagnon, et donc c'est vrai que c'était tous ces aspects de mon identité, donc c'est-à-dire je m'identifiais comme une personne qui travaillait en ambassade, une personne qui habitait à l'étranger, une personne qui était en couple. Ouais, ça fait partie de ton identité aussi, cette Exactement, vie-là, en plus, qui est une vie particulière, tu oui. vois? Un chemin particulier, ce qui fait aussi ta différence, qui fait que tu vas, entre guillemets «sortir du lot» Mmh. et être qui tu es. Ouais, exactement, exactement. Et en fait, c'était terrifiant parce que, enfin voilà, je me délestais de tous ces aspects de mon identité, mais je savais pas ce qu'il allait en rester quelque part. Je savais pas ce que j'allais trouver au fond. Je savais pas si j'allais être rien ou si j'allais être déçue de ce que j'allais trouver. Mais je sentais que toutes ces choses qui étaient temporaires en fait et à travers lesquelles je me définissais ne me convenaient plus. Et donc j'ai fait tout ce travail justement de déconstruction. Et quand je suis rentrée en France, c'était un petit peu comme une remise à zéro, qui était terrifiante, mais vraiment salvatrice. Et je voulais parler de quelque chose par rapport à cette crise de la trentaine, justement. Là, c'était vraiment une période de transition importante et je pense qu'on n'y est pas assez préparé. On fait face dans notre vie à de nombreux changements, comme, je sais pas, des déménagements, un nouveau travail, la naissance d'un enfant, la mort d'un proche, enfin bref, il y a tous ces changements qui arrivent dans la vie. La réalité, c'est que même si on comprend ce qui se passe factuellement dans notre réalité, donc il y a une différence entre comprendre ce qui se passe dans notre réalité et intégrer psychologiquement cette réalité qui est complètement subjective. Parce que même si ça nous arrive, il y a un temps d'adaptation entre ok, ça nous arrive et ok, je m'y identifie, je m'adapte. Et donc le changement prend, entre guillemets, réellement quand il est intégré par une phase de transition en fait. Et c'est ça qui s'est passé pour moi quand je suis rentrée en France. C'était une phase de transition parce que j'avais besoin d'intégrer tous ces changements. Et même si je savais pas encore vers quoi j'allais aller, je savais ce dont je voulais me délester et ce qui me convenait plus. C'était comme un petit peu un instinct de survie et c'était bizarre parce que quand je suis rentrée en France et que je suis partie de Washington, j'aurais pu rechercher un autre travail dans la diplomatie, dans un autre pays, mais j'avais comme un instinct de survie qui me disait mais si tu continues dans cette voie, la personne que tu es au fond et la personne là, enfin les étincelles qui essayent là de jaillir vont être complètement étouffées. Donc il fallait surtout pas que je retombe dans le piège de ben je retourne dans mon ancien travail qui est confortable, dans ma réalité. Ça, c'est une chose aussi que j'ai pu identifier dans notre société. La société nous donne des carottes quelque part pour qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité et confortable dans nos vies. Par exemple, si on n'aime pas son travail, on se dit ben je l'aime pas, mais j'ai quand même un bon salaire, donc je vais peut-être le garder. Et c'est toutes ces choses en fait qui font que ça va être encore plus dur de laisser tomber, même si ça nous convient pas, parce qu'on se dit ben oui, il y a un sentiment de sécurité. Je sais pas, peut-être j'ai un crédit étudiant, peut-être que j'ai un niveau de vie que j'ai pas envie qui change. Enfin moi non plus, j'avais pas envie de rentrer chez mes parents, j'avais pas envie de lâcher mon super appart à Washington et ma vie. Mais à un moment, c'était une question de priorité. Et c'était vraiment une question de survie. Je me sentais, enfin, pas mourir, mais je sentais que c'était le moment de me battre pour moi et de pas abandonner mes rêves. Et que là, c'est comme si j'avais sorti la tête de l'eau, que j'avais pris conscience que ça n'allait pas du tout. Et j'avais deux solutions, soit je retournais dans ma vie d'avant, dans ma relation, dans mon travail, et je faisais l'autruche,
et ça finissait en crise de la quarantaine ou crise plus tard. Soit je prenais le taureau par les cornes maintenant et j'adressais le problème maintenant en fait, et c'est ce que j'ai fait. Mais tu vois, je trouve intéressant le terme mourir, tu vois? Mmh. Tu dis: «J'allais pas mourir mais», donc déjà, j'allais pas mourir mais ça veut dire j'allais mourir. Oui. Mais en fait, c'est aussi pour moi, j'identifie ça comme, une mort intérieure, tu vois? Il y a quelque chose qui meurt, à l'intérieur de nous, en fait, tout simplement. Et là, tu sais que le changement, il est inévitable, mais vraiment qui il y a tout qui te pousse, à ce changement et surtout l'inconfort, tu vois? Lorsqu'on est vraiment plus confortable dans sa vie, dans son existence, c'est vraiment qu'il faut changer quelque chose. Mais je pense que le changement, il est de toute façon toujours extrêmement effrayant. On n'a pas envie de changer parce que, comme tu l'as dit aussi, il y a une notion de perte de quelque chose derrière. Dès lors que tu vas changer une situation, tu perds quelque chose. Mais c'est la même chose que, ben, changer de voiture, tu perds ton ancienne voiture. Et ça, c'est un peu le syndrome de Tarzan, j'en avais parlé dans un épisode. Tu sais, c'est Tarzan qui se déplace de liane en liane, mais en fait, pour avancer, il est obligé de lâcher la liane qui tenait avant, Ah ouais! celle qui la lance, en fait, vers la prochaine liane et du coup, entre les 2 lianes, il est au-dessus du vide et ça aussi, tu en as parlé de cette espèce de sensation de saut dans le vide. Mmh. Tu es vraiment au-dessus du vide et ça peut faire peur, sauf que si tu as peur de lâcher la liane d'avant et d'attraper celle qui est après, tu avances pas. Ou tu restes, ben, sur ta liane qui, du coup, n'est plus en mouvement, puisqu'au bout d'un moment, elle perd du mouvement, tu vois? Mmh. Elle est là pour te faire avancer. Ou, tu la lâches, mais tu attrapes pas celle qui est devant et dans ce cas, tu Mmh. tombes par terre et tu reviens à zéro, tu reviens au début et tu dois remonter et reprendre de l'élan et aller chercher une nouvelle liane, tu Ah vois? ouais! Ce syndrome de Tarzan, je le trouve intéressant pour, justement pour ce que tu es en train d'expliquer là. Je trouve que visuellement, ça fait une petite image, où on peut vraiment comprendre l'importance du mouvement, l'importance de changer et d'y aller et puis parfois, tu vois, c'est un saut dans le vide et parfois c'est intéressant de pas trop mettre du mental dedans. Ouais. Entre mental et ressenti, ben, d'essayer vraiment de ressentir: «Waouh, en fait là, ben, ouais, je fais le point sur ma vie, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Et oui, on a 30 ans et puis, ben, on n'a pas d'enfants, tu vois? Moi, je suis locataire, je pensais qu'à 30 ans, je serais propriétaire d'une maison, je pensais même que j'aurais des enfants, je pensais que je gagnerais ma vie, de façon décente. Aucun de ces critères-là, il est acté. Cependant, je fais quelque chose qui me plaît, c'est sûr. Ça me plaît de faire des podcasts, ça me plaît, d'être coach de vie et cetera. Mais j'ai l'impression d'être «en retard» entre guillemets sur les personnes de mon entourage, de mon âge, tu vois? Mmh. Donc évidemment, c'est aussi le schéma sociétal qui fait cette énorme pression et qui fait qu'on se compare en fait à d'autres. Si demain on enlevait les âges, si demain on n'avait plus de date de naissance et puis qu'on savait pas quel âge on avait, ce serait fabuleux Ouais. parce qu'il y aurait énormément moins de comparaisons, tu vois? Ouais. Et on dirait pas aux personnes: «Ah, tu as 30 ans? Bah, tu fais quoi dans la vie? Tu as des enfants? Tu es marié? Tu es nin tu es pacsé?» Bah, non, on dirait: «Bah, tu es qui, en fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es qui? C'est quoi tes passions? Où tu habites? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, en fait? Comment tu nourris ta vie?» Ouais, 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 ce serait vraiment, Mais vraiment c'est super. voilà, c'est des petites, ce serait hyper intéressant, tu vois? Je verrais bien un film comme ça ou un roman où les personnes n'auraient pas d'âge. Ce serait vraiment passionnant de voir comment les liens sociaux, seraient différents. Ouais, bah, c'est peut-être un livre à écrire tout ça. Absolument. Pareil, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, je voulais pas te couper la parole, donc j'attendais un petit peu de pouvoir t'en parler, c'est lorsque tu parlais du changement aussi entre 25 et 35 ans, je pense qu'aussi c'est important de parler du changement physique tout simplement du corps, alors qui est peut-être plus présent du coup chez les femmes que chez les hommes. À cet âge-là, les hommes, ça va être plus tard. Mais nous, on a vraiment un corps qui change, je trouve, entre, voilà, autour de 30 ans. Ne serait-ce qu'au niveau, ben, de tout ce qu'on ne peut plus faire physiquement. Il y a des choses qu'on peut plus faire et on s'en rend pas forcément compte, mais on intègre, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait qu'il est en train de perdre une capacité, des capacités physiques, on peut moins faire la fête jusqu'à 3 heures du matin, le lendemain on est KO. C'est vrai, hein, tout le monde en parle de Ouais. ça, mais c'est vrai. Ou manger tout ce qu'on veut, sans prendre un Voilà, kilo. exactement. Et puis pour la petite anecdote, scientifique, comme j'aime bien de temps en temps, en raconter, c'est sachez que nos rides du visage, elles apparaissent à partir de 25 ans. Ah ouais? Et ça, je trouve que c'est vachement, significatif. Ah ouais. À partir de 25 ans, on a nos premières rides qui apparaissent et qui ne partiront jamais, hein, de manière naturelle, Mmh mh. plus ou moins jamais. On peut avoir des traits moins tirés, hein, si on se repose et qu'on a une alimentation plus saine et un mode de vie plus sain, évidemment. Mais, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un changement et tu vois, dans la médecine chinoise, dans le taoïsme,
on apprend que c'est vraiment à 30 ans qu'il y a un changement énorme dans le corps parce qu'avant 30 ans, on est fait physiquement pour faire des conneries, pour, hem, «maltraiter son corps» entre guillemets. Mmh mh. C'est pas le but, hein, Mmh. mais on va être plus insouciant, on va moins faire attention, on va, tu vois, on va fumer, on va faire des soirées, on va boire, se coucher tard, Mmh. la vie des «jeunes» entre guillemets de notre société, quoi. Et à partir de 30 ans, bizarrement, le corps, il est beaucoup moins résistant et en fait, c'est pas pour rien. C'est aussi une période de notre vie où on va aller vers l'intériorité. Et c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, on a ce que tu appelles, très justement, une espèce de crise de la trentaine. C'est parce que là, on revient dans une intériorité, on revient à nous et on fait le bilan sur notre vie et franchement, des fois, ça peut faire peur. Ouais. Et il y a énormément de personnes qui ont, voilà, entre 25, 28, 30, 32 ans, 35 ans, qui ont peur, qui sont aujourd'hui dans un schéma de flip, quoi. J'ai peur parce que je sais pas où je vais et je regarde ma vie avant et puis je sais plus qui je suis. Je peux plus faire toutes les choses que je faisais avant. J'ai des responsabilités différentes, il y a des attentes aussi, extérieures différentes. Je pense que tout ça peut vraiment faire, une pression énorme et peut nous donner ce sentiment de flip, quoi. Vraiment, je trouve que le mot flip, il va bien avec ça, quoi, Ouais, je trouve. c'est vrai. Moi, ça me parle en Ouais, tout cas. ouais, non, mais je comprends tout à fait et c'est un flip surtout parce que, ben, justement, il y a ces cases à cocher parce que et si justement, soit tu les coches pas, encore, ben, maison, boulot, bébé, soit tu les coches pas encore, soit tu juste pas envie de les cocher du tout ou juste pas maintenant, tu vois? Et c'est là où tu es en flip parce que tu te dis, déjà je sais pas ce que je veux faire et ensuite comment est-ce que je vais réussir à m'intégrer? Comment est-ce que même parmi mes amis, je vais réussir à m'identifier, Ouais, à parler bébé si j'ai pas de bébé, à parler boulot, et je sais pas, audit financier si moi je fais un métier complètement différent. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il y a une peur du jugement, une peur de perte de lien social aussi parce que, c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais dans cette période de transition, je suis rentrée chez mes parents, je j'ai pas travaillé pendant quelques mois parce que c'était une volonté, je voulais enfin, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai pas pris de travail, en tant que tel et j'avais la chance d'avoir, bah, mes parents qui m'hébergeaient et ça, c'était vraiment une chance parce que pas tout le monde ne peut le faire, de prendre quelques mois pour, mettre sa vie en pause et vraiment réfléchir et honnêtement, en fait, tu parlais de connexion à soi, dont on ne sait pas qui on est, ce qu'on veut. Là, c'est quelque chose que je viens de réaliser en t'écoutant, c'est que moi, en fait, ma reconnexion à moi, elle s'est vraiment enfin, c'était un peu une coïncidence, enfin, c'était pas prévu. Ça s'est passé donc, c'était en été, il y a 1 an et demi et j'ai commencé la enfin, j'ai toujours fait un petit peu de yoga, de méditation, mais là, je me suis dit: «J'ai vraiment envie de me mettre à la méditation régulièrement et tous les jours». Donc j'en faisais tous les matins. Et en fait, plus je méditais, j'avais un mental apaisé, j'étais claire dans ma vie, mais plus j'avais cette, je sais pas, cet inconfort où je me sentais pas bien, comme si quelque chose qui grattait, mais qui me grattait le cerveau ou qui grattait mon existence, enfin une sorte d'inconfort. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et donc plus je méditais et plus j'arrivais à me connecter à moi et à cette voix au fond de moi qui me disait Ambre, sur le papier, t'as réussi plein de choses, mais c'est pas selon tes critères. Peut-être t'as voulu prouver à, je sais pas, à tes parents, à la société, que tu pouvais avoir un bon travail à 27 ans, que tu pouvais avoir une relation longue, mais au fond de moi, je sentais que c'était pas mes critères, que mes cases à cocher de vie idéale, c'était pas ça. Et j'avais vraiment ce sentiment d'étouffement, d'insatisfaction. Et c'est vraiment, vraiment la méditation qui m'a aidée à mettre le doigt dessus parce que c'était encore une fois des moments de pause. Et je pense que dans nos vies, on est tellement occupés, jamais on fait de pause, on est tout le temps ben, au travail, quand on rentre, on voit nos potes ou notre mec, on fait du sport le week-end, ou je sais pas, on fait des trucs le week-end. Enfin, on n'a jamais le temps de se poser et de discuter avec soi-même. Et je pense que c'est quelque chose de vital parce que au bout d'un moment, si on se déconnecte avec soi-même, c'est là où il y a un risque de vivre une vie qui est complètement bah, pas en alignement avec ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et parfois, on peut avoir le sentiment, si à un moment on se reconnecte à nous-mêmes, de se dire ben, c'est trop tard.
enfin, pas trop tard, mais par exemple, voilà, il y a des réalités physiques, comme on en parlait, de faire des trucs quand on est un peu plus jeune, ou... Je trouve qu'on a, dans cet aspect-là, comme tu dis, je pense qu'il y a une peur aussi du temps qui file. Mm. C'est-à-dire qu'à 30 ans, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on est à la moitié de notre vie, Mhm, tu vois? mhm. Et exactement comme on en parlait justement avant, par exemple, la question des bébés, moi, tout bêtement, je te parle de moi, j'ai 30 Ouais. ans, je vais avoir 30 ans. J'ai toujours voulu 6 enfants. Bon, je sais Mhm. que j'aurai pas 6 enfants. Je me suis dit: «Bon, j'en aurai 4». Bon, malheureusement, il se trouve que, bah, j'aime pas les hommes, j'aime les femmes, donc c'est encore plus compliqué. Et maintenant, j'ai 30 ans. Je me dis: «Je vais les faire à quel âge mes enfants? Comment je vais les faire?» Tu vois? Et il y a aussi le temps qui passe, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir des enfants à 38 ans, j'ai pas envie de faire des gosses à 40 ans. Déjà pour moi et puis pour eux, j'ai pas envie que quand eux, ils aient, 10 ans, j'en ai 50, Mhm, tu vois? mhm. Moi, j'ai un petit peu cette peur-là qui arrive en ce moment, qui est vraiment très présente. C'est un petit peu comme une peur de la mort, alors que je sais que je suis loin de la mort sur le papier, attention, hein. Je peux mourir demain dans ma salle de bain, en glissant de ma baignoire. Mais on se dit: «Merde, il s'est déjà écoulé 30 ans. Ouais. Ça fait 30 ans que j'existe, 30 ans que je suis sur terre, donc 15 ans où on est absolument inconscient», tu vois? On va dire qu'on commence à être conscient, autour de 15, 16, 17 ans pour la plupart, plus tard pour les garçons en général. Donc tu vois, le temps passe très vite. Là, j'ai 30 ans, je me dis: «Non mais attends, dans 10 ans, j'ai 40 ans». Donc là, j'ai 10 ans pour faire de ma vie un truc génial. Et ouais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement angoissant. Et là, il y a une réalité physique parce que, ben, le temps va justement avec cette réalité physique, quoi. Plus le temps passe et plus notre enveloppe physique, elle devient fragile, plus elle devient «problématique» entre guillemets. Et après cet inconfort-là, je pense qu'il est utile et nécessaire parce que ça je pense vraiment sincèrement que c'est dans l'inconfort qu'on évolue, qu'il y a toujours une part de souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, c'est ça qui nous permet vraiment d'évoluer à l'intérieur, exactement comme tu disais, d'avoir cette espèce de dialogue interne, de dialogue de soi face à soi. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être plus tard dans la vie, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et qui est pourtant rassurant, en fait, d'avoir un dialogue face à soi. C'est plutôt rassurant. Au début, ça peut faire peur, mais je trouve ça, ouais, rassurant, je Ouais, trouve. c'est rassurant et puis c'est éclairant surtout. C'est éclairant de se dire: «Mais en fait, je pensais que j'étais perdue, mais au fond de moi, j'ai une voix qui me guide». On peut appeler ça, je sais Mmh. pas, la voix intérieure, l'intuition, la voix du cœur. Mais vraiment, elle a plusieurs noms et quand je me suis reconnectée à moi-même, c'est là que j'ai réalisé que, ben, les différents aspects de ma réalité, ils me convenaient plus, mais c'est surtout là où j'ai réalisé, et ça c'était le plus gros choc, c'était que moi-même, en fait, je ne me convenais plus, enfin, je me supportais plus. Vraiment, ça, c'était très dur de se dire, C'est ben, fort comme, sentiment ça, ouais, hein. c'était, je pensais que j'étais cette femme, légère et accomplie, et joyeuse et forte. Et en fait, quand j'ai pris du recul et que je me suis reconnectée à moi-même, que je me suis vue vraiment sans filtre, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout, mais c'est qui cette folle? Enfin, c'est pas cette folle, mais Tu t'es pris une claque, mais monumentale. c'est ça, mais vraiment, là, j'ai commencé à voir vraiment tous mes défauts, toutes mes insécurités. Voilà, enfin, j'avais plein d'insécurités. Je me trouvais nerveuse, intolérante, souvent à cran, flippée de tout. Enfin, vraiment, je me supportais plus. J'avais l'impression d'être une people pleaser, de dire, enfin, de dire oui à tout le monde, de faire passer les besoins des autres avant les miens, de pas savoir dire non, d'éviter le conflit. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est qui cette femme, en fait, que j'ai pas envie d'être? Et en fait, c'est une femme qui a été construite, enfin, que j'ai construit pour faire face à une réalité, pour m'adapter à une situation. Et je pense que cette identité, j'en suis reconnaissante. Enfin, je lui dis merci parce qu'elle m'a permis de vivre plein de choses et que je sais que c'est quelque chose enfin, des aspects de mon identité qui m'ont permis de survivre, en tout cas de vivre pas trop mal jusqu'à mes 27, 28 ans, mais c'était quelqu'un qui me plaisait plus du tout. Je me suis dit, c'est pas la personne que je veux être, cette version de moi est un peu obsolète.
Il faut passer à la version 2.0 quelque part mais par contre je savais pas comment faire. Enfin j'étais perdue. Je me suis dit mais ok très bien. Je sais comment quitter un travail. Je sais comment quitter un copain. Je sais comment quitter un pays. Mais comment est-ce que je me quitte moi-même en fait? C'est très intéressant, je te remercie, pour ce partage et justement, je trouve que c'est, une très belle transition parce que, il serait peut-être temps que l'on donne quelques conseils à notre auditoire. Oui tout à fait. Alors qu'est-ce que toi tu dirais, tu vois, dans cette forme-là de comment faire en fait? Comment faire quand on est face à ça, qu'on vit ça et peu importe, qu'on ait entre, 22 ans, 23 ans, jusqu'à 38 ans, 40 ans? Qu'est-ce que toi tu conseillerais à ce moment-là? Donc, pour ma part, en fait, les conseils dont je vais parler, et les différentes phases dont je vais parler, c'est tout simplement les phases par lesquelles moi-même je suis passée pour passer d'un état d'esprit je suis perdue dans ma vie, je me supporte plus, qu'est-ce que je vais faire, je suis perdue, ah ok, j'adore cette nouvelle personne, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais où je vais, je me sens en paix. Je suis passée par différentes phases et la première phase, c'était une phase d'éducation où j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de me comprendre en fait, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnaient mes pensées, mes émotions, comment une personnalité se crée, comment se créent des traumatismes et m'informer là-dessus. Ça a été vraiment une étape hyper importante parce que de pas savoir ce qui se passe et de pas se comprendre, c'était quelque chose de très frustrant et parfois on dramatise les choses et en fait c'est juste des processus psychiques et psychologiques vraiment normaux. De m'informer sur tout ça, ça m'a énormément aidé. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai procédé à une sorte d'audit de ma vie. Il n'y a pas d'autre mot, hein. J'ai regardé un petit peu tous les aspects de ma vie et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Souvent, on a tendance à mettre l'accent sur la vie pro et la vie perso, mais il y a d'autres aspects, il y a des milliards d'autres aspects. Il y en a plein d'autres comme l'aspect spirituel, où est-ce que j'en suis moi dans ma spiritualité, l'aspect rapport au corps, est-ce que je me sens bien dans mon corps, est-ce que je me sens bien dans l'environnement dans lequel j'évolue, donc c'est-à-dire est-ce que j'aime bien le pays dans lequel j'habite ou la maison dans laquelle je suis, l'aspect financier aussi, est-ce que je suis à l'aise avec mes finances ou est-ce que ça me va ou est-ce que j'ai besoin de plus, enfin vraiment, on met tout à plat et on regarde objectivement tout ce qui se passe. Ensuite, la troisième étape par laquelle je suis passée, c'était une phase de déconstruction. Je me suis dit, je vois que je suis bourrée de traumatismes, d'insécurité, de choses qui me font tiquer, de choses qui me rendent malade. Comment est-ce que je fais pour déprogrammer tout ça en fait et comment déprogrammer et surtout guérir tout ça parce que c'est un travail de guérison. Tout le monde me voyait comme et m'appelait c'est l'hypersensible, enfin et c'était quelque chose que je prenais très mal, mais c'était une réalité. Je pleurais tout le temps, tout m'offensait, tout m'affectait, et donc j'ai fait un travail de guérison, notamment à travers le shadow work, donc qui est un travail psychologique d'intégration des parties de nous qu'on a reniées en fait parce que ces parties on en est gêné, on en a honte, tout un travail de guérison et faudrait qu'on fasse une discussion juste sur ça parce que c'est un sujet hyper intéressant, mais en tout cas il y a eu Ouais, tout ce travail. ça pourrait être chouette de proposer un podcast, exactement sur ce sujet, ouais, j'allais te proposer. Ouais, ouais. Ça pourrait être vraiment cool de le faire, à voir après avec la communauté si ça les intéresse, mais Ah bah il y a avec de grand fortes plaisir. chances que ça intéresse du monde, ouais. Ouais, Ça pourrait être cool. ouais, je pense que ça c'était une phase hyper douloureuse mais hyper importante du processus. Et une fois que je me suis délestée en fait de tous mes poids, après c'est pas tout, on peut pas tout guérir, c'est le travail d'une vie parce que parfois on guérit un truc, puis il y en a d'autres qui jaillissent et on se dit mais je savais pas que j'étais mal par rapport à ça, je savais pas que j'avais une peur, je sais pas, de me retrouver SDF, enfin bref, des choses comme ça qui arrivent et que c'est juste
ces peurs étaient là, mais là, on va mettre le doigt dessus et on va décortiquer cette peur, voir d'où elle vient et ensuite la déprogrammer. L'étape d'après, une fois que je m'étais délestée de la plupart de ces traits négatifs que je ne voulais plus incarner, c'était ok, je sais qui je ne veux plus être, mais qui est-ce que je veux être à la place. Et j'ai commencé à faire tout un travail sur mes besoins, mes valeurs, de quoi ai-je besoin dans ma vie, quelles sont mes valeurs, est-ce que je suis plus guidée par la sécurité, par la liberté, par la famille, par la spiritualité, par l'argent. Enfin, j'avais besoin de savoir quelles seraient mes valeurs qui allaient me guider dans les prises de décision plus tard, parce que ce sera pas, enfin, grâce à ces valeurs que je vais pouvoir orienter ma vie et à mes besoins également. Et ça, je pense qu'on en parle vraiment pas assez. Et c'est un sujet qui mérite vraiment d'être traité. Aussi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Enfin voilà, on l'a dit, la vie passe très vite, mais il me reste tant de temps. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ce laps de temps, dans les différents aspects? Comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi quand je serai plus là? Enfin, c'est vraiment des questions très importantes, je pense. Et si on pense en arrière, si on se dit, ok, à la fin de ma vie, j'aurais aimé accomplir ça, on se dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avoir accompli ça à la fin de ma vie? Et donc ça, c'était la dernière étape de ma transformation. Très bien, je veux faire ça dans ma vie. Maintenant, concrètement, qui est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est très bien d'avoir en tête une nouvelle identité, mais à un moment, il faut l'incarner, il faut la mettre en action, parce que si ça reste à l'état d'idée, il n'y a rien qui va se passer. Ouais, c'est le comment je m'y prends, comment est-ce qu'on met ça en place? Mais tu vois, tout ce que tu viens de décrire comme processus, je suis entièrement, absolument d'accord avec toi et je pense que c'est aussi ce que tu fais en coaching, comme moi, c'est exactement ce que je fais. En tout cas, c'est ce à quoi on amène la Mhm, personne mhm. dans ce processus de transformation. Il y a toutes ces étapes-là qui sont vraiment importantes, mais sincèrement, je pense que de se faire accompagner par quelqu'un, c'est du bénéf, c'est C'est tu gagnes un temps fou et ça t'apporte aussi des connaissances et de la compréhension, mentale comme tu disais, tu vois? mhm. Tout à fait. Ben, moi, c'est ce qui s'est passé donc en janvier l'année dernière ou en février. Je me suis dit, ok, je me laisse 6 mois pour me retrouver. Je me suis dit, soit je galère et je patauge je m'informe à droite à gauche sans vraiment savoir où je vais, soit je me fais accompagner par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Parce que le temps est précieux et je me suis dit, est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, je veux en être toujours là où je suis? Et en fait, mon désir de changer, il était vraiment devenu plus fort que mon désir de rester la même et j'étais prête à tout parce que je me dis, ça y est, là, c'est la brèche. Il faut que je m'engouffre dans cette opportunité de changement et je veux la mettre à profit au maximum et justement, me faire aider et engager moi-même une coach, ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie parce que je pense que si je l'avais pas engagée, peut-être que j'aurais toujours un travail dans la diplomatie, peut-être je serais repartie à l'étranger avec mon ex, enfin vraiment je serais revenue dans ma vie d'avant parce que c'était la vie qui était confortable, c'était la vie qui était connue aussi et j'avais besoin de qu'on me prenne la main et surtout qu'on me donne un coup de pied aux fesses quelque part parce qu'il y avait tellement de résistance, de peur que j'avais besoin de cette personne qui me secoue et qui me guide surtout de comment faire parce que moi j'avais jamais étudié la psychologie avant, je savais pas ce que je devais faire pour changer et c'est vrai que donc tout ce processus par lequel je suis passée, j'ai rétro-pédalé en me disant ok maintenant j'en suis là, je me sens bien, par quelles étapes physiques et psychologiques est-ce que j'ai dû passer, donc j'ai modélisé tout ça et j'en ai fait un programme parce que je me dis, enfin, je sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais en tout cas, les personnes qui sont justement en phase de transition, en crise de la trentaine, peuvent vraiment bénéficier de ce processus. Le problème, c'est que on pense que changer, c'est difficile. On pense qu'on va être bloqué dans notre vie ou avec cette version de nous-mêmes toute notre vie. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui me terrifiait le plus. Je me suis dit, mais purée, je vais être restée, je vais être bloquée toute ma vie avec cette Ambre qui est hypersensible, qui est pas bien et en fait non, en fait on peut changer. Ça m'a fait exactement pareil que toi et tout comme toi, j'ai évidemment, engagé une coach, hein. Ouais.
Je pense parce que déjà on est coach et qu'on a fait cette, formation-là, ces études-là, on sait à quel point ça peut changer la vie, à quel point ça peut être, un élément déclencheur de plein de choses et de plein de changements qui effectivement se font en douceur Mmh. et se font pas dans la violence et tu vois ma coach, j'avais commencé à aller la voir, l'année dernière, il y a à peu près 1 an, Mmh. parce que je traversais une période, compliquée et je savais plus vers qui me tourner. C'est-à-dire que là, ta famille et tes amis, c'est pas l'option, c'est pas ça qui marche. Avoir quelqu'un d'extérieur, de bienveillant, qui connaît son boulot et qui t'amène exactement là où toi tu as envie d'aller, je trouve que c'est fascinant. Après j'ai arrêté d'aller la voir une fois que ça allait mieux, j'ai repris un peu ma vie en main, j'ai lancé ce podcast d'ailleurs, quelque temps après et là je suis retourné la voir là, à partir du mois de janvier parce que j'ai d'autres problématiques. Il y a d'autres choses qui sont pas réglées et on peut pas tout régler d'un coup. C'est aussi ça qui est intéressant je trouve, c'est qu'il y a une urgence dans le besoin de changement. Il y a une vraie urgence qui est présente et des fois on ne sait pas. Des fois on est absolument enseveli, tu vois? On se sent, écroulé sous une espèce de vague d'inconfort et en fait on peut prendre chaque galet les uns après les autres plutôt que d'essayer de ramasser, un seau entier de pierres et de pas réussir Ouais, à le déplacer, tu vois? ouais, ouais. Et je pense que c'est aussi ça et c'est aussi pour ça que c'est vraiment chouette de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un si on peut le faire, si on a les moyens et tu vois, moi financièrement, j'avais pas trop les moyens, je t'avoue. Mmh. C'est quand même pas donné. Et ben, clairement, j'ai trouvé les moyens de le faire, hein. C'est fou comme d'un coup, la priorité, elle est là. C'est trop important pour passer à côté. Eh bien, tu t'arranges financièrement, il y a des dépenses que tu fais plus pour pouvoir faire ça. Et c'est un investissement pour moi qui est un investissement personnel sur le long terme. C'est pas tu vois pas ça comme une somme d'argent dépensée ou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, que ben ou dans mon entourage, ou un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois? Où le coaching ou l'accompagnement des fois est un petit peu dénigré dans le sens où on dit: «J'ai pas besoin de payer quelqu'un pour avancer dans ma vie, pour savoir qui je suis» et en fait, je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà il y a une notion de sacrifice dans le fait d'utiliser cet argent-là, tu vois? C'est tu sacrifies quelque chose et ça donne une réelle importance à ce que tu es en train de faire. Ça donne un réel investissement. Tu sais Ouais. pourquoi tu le Non, fais c'est vrai, les et moi cet argent-là, il me manque pas aujourd'hui, ouais. pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que souvent on est freiné par cette question d'argent ou de temps, mais je pense sincèrement que ce sont des excuses parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce que ça nous fait peur en fait ce changement-là. Ça nous fait peur de mettre, le pied dans l'engrenage et de se dire: «Je vais me faire emporter dans quoi? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu». Donc des fois, c'est beaucoup plus sécurisant de rester dans la situation initiale et de se dire: «Non mais je vais pas changer». Là au moins je sais ce que j'ai. Je sais ce qui me convient pas, mais je sais ce que j'ai, tu Non, vois? c'est je suis tout à fait d'accord et moi, c'était pareil quand, en janvier, l'année dernière, j'avais décidé d'engager ma coach. Ça m'avait coûté, 2 000 € et honnêtement, c'était mes dernières économies. J'avais et surtout que je venais de quitter mon travail, donc j'avais pas forcément de, perspective de renflouer les caisses et en fait, je me suis dit: «Mais OK, c'est risqué, mais c'est quoi ma priorité? Est-ce que c'est vraiment important que j'ai ces sous sur mon compte ou est-ce que c'est plus important que, je me retrouve, que je fasse ce chemin, ce cheminement, de développement personnel?» Enfin et clairement, la priorité était là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, culturellement en France, en fait, parce qu'il y a il y a une sorte de stigmatisation, enfin, dénigrement justement quand quelqu'un souhaite se faire aider, quand quelqu'un dit, «J'ai engagé un coach» ou «Je vois une psy», il y a une sorte de jugement, «Ah bah, cette personne elle est faible, elle a besoin d'aide», Alors qu'à l'inverse, je pense que demander de l'aide, c'est, extrêmement courageux. Ouais, exactement et en fait, le fait d'être aux États-Unis, avant de rentrer en France m'a énormément influencée parce qu'aux États-Unis, tout le monde a enfin, la plupart des gens a un coach ou un psy. Au contraire, là-bas, c'est vraiment encensé, de se faire accompagner parce que déjà c'est humble de voir ses propres limites et de se dire, «Je sais pas tout, j'ai besoin de me faire accompagner». Et c'est aussi un signe que la personne, elle prend sa vie en main en fait et que elle a envie de changer, elle a envie de devenir meilleure, elle a pas envie de rester dans sa médiocrité, enfin en tout la médiocrité selon elle, hein, bien sûr, selon la personne. Et là-bas, avoir un coach, c'est vraiment quelque chose de génial, quelque chose d'hyper positif. Comme quoi c'est vraiment sociétal, hein. Mais clairement et je pense que c'est important qu'on fasse changer les mentalités autour de ça en France parce qu'il y a une sorte
de honte. Enfin, moi, j'ai certains clients qui me disent, mais j'ai honte de dire que je me fais accompagner. Et en fait, je pense que il faut qu'on fasse partie de ce mouvement qui fasse changer les choses et qui démocratise l'accompagnement, parce que comme tu disais, c'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe de force, un signe de désir de changement et un signe de je vais me confronter à cet inconfort pour passer à la vitesse supérieure dans ma vie et à la prochaine version de moi-même. Et ça, c'est quelque chose, je pense que notre génération de coach a vraiment une mission, enfin, c'est une chose que notre génération a pour mission. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Mais je pense aussi que c'est une chose que la génération qui arrive, à laquelle cette génération va être plus ouverte, tu vois? Ouais. D'ailleurs, nous, on fait partie, de l'ancienne nouvelle génération maintenant, on est un peu obsolète, Putain. mais notre jeunesse à nous, enfin les jeunes de nos âges, sont plus enclins aujourd'hui à aller, et bien voilà, ou chez un psy ou chez un coach ou n'importe quoi, sachant que c'est pas vraiment tout à fait la même chose, hein. Mhm. On fait des choses complètement Mhm. différentes. Mhm. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui se font accompagner pour X raisons, pour X projets, pour, des choses plus personnelles, pour un mal-être, pour n'importe quoi et qui n'ont pas honte, d'en parler et c'est d'ailleurs souvent des sujets de conversation qu'on peut avoir en soirée où les gens vont raconter: «Bah, moi, je suis allé voir telle personne, il s'est passé ça, waouh, ça a changé ma vie», tu vois? Ou à l'inverse, moi, j'aimerais peut-être bien aller voir quelqu'un mais je sais pas quoi faire, je sais pas qui aller voir, je sais pas qui choisir. C'est vrai qu'en plus, choisir quelqu'un entre guillemets, sur internet, via les réseaux sociaux, c'est compliqué aussi. Ouais. Mhm. Je pense que pour ça, le bouche à oreille, c'est quand même le meilleur. Ouais. Ou choisir, des coachs, qui font des podcasts comme nous. Ça permet un petit peu de connaître la personne, tu vois? Il y a une relation de confiance qui doit être vraiment là, quoi. Mhm. Non, je suis tout à fait d'accord. Pour, finir, terminer avec les petits conseils, moi je suis à 100 d'accord avec, tes conseils, ton processus. C'est aussi le processus dans lequel, je suis parce que je pense que c'est un processus qui dure longtemps. On peut pas vraiment prétendre, l'avoir terminé, tu vois? Et il y a aussi autre chose que je trouve important, c'est un peu plus passif, on va dire, mais vraiment, tu vois, cultiver la gratitude, cultiver le Mmh. fait d'être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui et du chemin qu'on a parcouru, de là où on en est, de qui on est et s'autoriser à faire un bilan bienveillant de soi, de notre vie, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment dans le but de se reconnecter à soi-même quoi, d'arriver à s'aimer parce qu'il y a aussi un énorme mal-être, je trouve, qui est dans le manque d'amour de soi et l'amour de soi, c'est pas avoir un ego surdimensionné, hein, bien au contraire. L'amour de soi, c'est, beaucoup plus profond que ça et dans l'épisode de 5 minutes, que j'ai enregistré ce matin, mais qui a été diffusé du coup mercredi, je parle de l'amour de soi par le corps et ça passe par, les complexes et cetera et j'explique en fait que l'amour de soi passe par notre corps, par l'acceptation et l'amour de notre corps et notamment dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, dans le corps qui change, dans un corps qui va vraiment changer et qui va continuer à changer jusqu'à nos 60-70 ans. Ouais. C'est vrai, hein, des fois, je fais ce petit exercice où je m'imagine à 70 ans. Je me dis: «Oh, comment est-ce que je vais être? Comment est-ce que mon visage, il va être? Est-ce que je vais être toute ridée? Est-ce que je vais avoir, les yeux qui tombent? Est-ce que» tu vois, c'est Mmh. intéressant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que mes muscles, ils vont, s'affaiblir? Est-ce que je vais perdre des muscles? Mmh. Est-ce que, tu vois? Des fois, je regarde les mamies dans la rue et puis je me dis: «C'est drôle, le corps des mamies, c'est Mmh. presque tous les mêmes corps» Mmh. et c'est logique, hein, c'est normal. Puis il y a aussi la gravité tout simplement qui fait, que la matière, tombe, hein. Et des fois, ça fait un petit peu peur de se dire, «Waouh, là, j'ai peut-être mon meilleur corps». J'ai 30 Ouais. ans. J'ai un corps qui est encore bien actif, qui est beau, qui est fort. J'ai une peau, on a une peau qui est, comment dire? Encore élastique, mais qui se tient bien. On n'a pas beaucoup de rides, on a le regard pétillant, Mmh. on peut aller faire un footing sans se poser de questions, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et du coup, des fois, moi, je fais ça un petit peu le soir, tu vois? Je me dis: «Je suis reconnaissante pour le corps que j'ai. Je suis reconnaissante de pas avoir de maladie», par exemple, tout simplement. Et tu fais ça comment? Tu parles à ton corps? Tu l'écris? Alors moi, je n'écris pas ce genre de choses, c'est vraiment une conversation que j'ai avec moi-même et souvent c'est quand je me mets dans mon lit, le Mmh mh. soir. Mmh. Si je suis toute seule, je peux le faire à haute voix, mais si je ne suis pas seule, je le fais dans ma tête. Tout simplement, comme on disait, parce que ça peut être un petit peu mal vu, tu vois? On Mmh. comprend pas tout à fait ça encore, hein, de se Mmh. parler à soi-même, de se dire: «Ben, merci», et puis voilà, je fais un peu le bilan de ma journée, je suis contente pour ça, je suis contente d'avoir fait ça, je suis reconnaissante pour ça et aussi, à l'inverse, de se dire à soi-même, d'assumer qu'est-ce qui nous a pas plu aujourd'hui?
là où j'ai fait des conneries, là où j'ai pas été cool, là où j'ai été tendu, là où j'étais en colère, là où j'ai été moins productive, là où je me suis mal parlé aussi, tu Mmh vois? mh. Mmh. Comment est-ce que je me suis traité aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis bien traité? Ça va aussi avec l'alimentation. Il y a des jours où je vais manger n'importe comment et le soir je me dis: «Aujourd'hui j'ai pas très, très bien traité mon corps puisque je lui ai pas apporté des super choses». OK, c'est un bilan vraiment bienveillant, c'est-à-dire: «OK, ben écoute, demain matin, je sais ce que je vais faire. Je me réveille, je vais boire mon jus de citron». Je bois un jus de citron le matin, OK, voilà, c'est trop une petite bien. habitude. Ouais. Et puis je vais peut-être, faire autre chose. Je vais, ou aller courir, je vais peut-être m'étirer, je vais essayer de prendre soin de mon corps demain puisqu'aujourd'hui je l'ai pas fait extrêmement bien. Je trouve que c'est intéressant de faire ça parce qu'on ne peut pas être au top 100 du temps. Il y a des jours où on va moins être au top. Il y a des jours où on va devoir privilégier, par exemple, le mental, l'activité mentale. Moi, lorsque je travaille, je ne sais combien d'heures, devant mon ordi ou sur les podcasts ou sur, mes écrits, mes articles et tout ça, je sais que là, je m'occupe pas de mon corps parce que mon corps, il reste assis sur une chaise et je sais qu'encore plus, à 30 ans, à la fleur de l'âge, c'est vraiment important d'utiliser son corps. Donc le lendemain, je vais, prendre mes petites raquettes de badminton et je vais aller faire un badminton, en bord de Saône Trop bien. et de se dire: «Voilà, il y a des jours où on peut pas faire tout ce qu'on aimerait. On ne peut pas être parfait envers soi-même, mais je trouve que le fait d'en être conscient, c'est déjà énorme, c'est un pas énorme. Juste de se poser la question le soir, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est un super conseil et moi je le fais pas, mais j'ai vraiment, je vois à quel point ce serait bénéfique de le faire. Je suis plutôt tendance à écrire ou à penser à tout ça le matin, mais je pense que justement de faire un bilan le soir, et d'adopter cette attitude de gratitude et de bienveillance, c'est Ouais, et puis le faire le soir, je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet aussi de bien dormir mmh, et il y a des soirs où je le fais pas parce que ou je me couche trop tard ou parce que je suis sorti, faire l'apéro avec des copains. Du coup, tu rentres tard et puis tu as pas la tête à faire ça. Mais je trouve à l'inverse, tu vois, c'est exactement les moments où je devrais le faire, par exemple, où je devrais prendre ces 5 minutes. Mais je me dis: «C'est déjà tard, en fait, j'ai envie de dormir» et tu vas dans la précipitation. Tu vas droit au but, on va dire. Surtout quand tu te réveilles tôt le lendemain, bon, tu te dis: «La gratitude sera pour demain», ouais. hein. C'est clair. C'est facile de passer outre, hein, et de se dire, Voilà. «C'est pas la priorité». Après quand ça devient un petit rituel, tu le fais. Mmh mh. C'est assez bête. Moi, ça m'arrive de le faire en journée si j'ai, je sais pas, un quart d'heure, où j'ai rien à faire. Bah, je vais être posé, dans mon salon avec, mes petits bruits blancs là, tu sais, j'écoute de temps en temps Mmh mh. des vagues, des trucs comme ça, j'aime bien. Et là, c'est un petit moment un petit peu qui se rapproche à la méditation, mais je ne suis pas en méditation de pleine conscience, mais où tu te poses et où tu réfléchis un peu à ta journée, ce que tu as fait, à ta soirée de la veille, à ta nuit, tu vois? Mmh mh. Et de faire le point comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est aussi des choses qu'on fait en coaching, tu vois? Avec, les points d'équilibre et voilà, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux changer demain? Comment est-ce que je peux faire autrement? Et puis, il y a une autre chose aussi que je trouve vachement intéressante, c'est de demander pardon. Alors ça va sembler peut-être un petit peu bizarre dans ce podcast-là, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que dans ce truc-là, le soir, je demande pardon pour plein de choses. Déjà, vis-à-vis de moi, je me demande pardon, si je me suis, mal parlé. Ça m'arrive beaucoup de mal me parler dans ma tête. Je vais demander pardon, par exemple, à une personne, dans la rue que j'aurais, bousculée ou tu vois? Des choses toutes bêtes qu'on fait dans la journée ou quelqu'un à qui j'aurais mal parlé, par exemple. Tu peux demander pardon à ton compagnon ou ta compagne parce que, eh bien, dans la journée, il t'a parlé, mais que tu étais un peu en colère et qu'en fait, tu l'as skippé. Voilà et en fait, cette notion-là, pour moi, je trouve, c'est vraiment de le faire dans sa tête, hein. C'est pas, d'aller écrire des lettres d'excuses, c'est pas ça le principe, mais ça permet aussi de rester humble et de se dire: «Bah, ouais, en fait, j'en fais des conneries au quotidien. On en fait plein et on en fait tous» et souvent on a tendance à se flageller, à se dire le soir, «Je suis vraiment un ingrat». Comme tu disais tout à l'heure: «Est-ce que je suis ingrate? Est-ce que nanana?» On n'en est pas du tout réduit à ça. C'est-à-dire que le soir, on peut dire: «Ah ouais, bon aujourd'hui, j'ai fait quelques conneries, hein, c'est vrai, hein» et puis regarder ça avec bienveillance, en rigoler et puis se dire: «Allez, bon, bah, je demande pardon à l'univers, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, je dis un grand merci, une grosse gratitude et là, je vais me prendre un gros dodo et demain, je vais me réveiller en pleine forme et ce sera une nouvelle journée et je vais essayer d'en faire quelque chose de magnifique». Malgré que j'ai 30 ans dans 3 mois et que ça me stresse. Bon voilà, je me suis un peu égaré, mais c'est vrai que c'est des sujets que je trouve passionnants et il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien qui sont gratuites. Ça, je le dis souvent dans mes podcasts, tu vois? Quand je donne des petits conseils, des petits exercices, c'est profiter des choses qui sont gratuites, qui sont à votre portée, qui vous prennent 5 minutes dans une journée et qui ont un effet de dingue, un effet bénéfique sur nous et encore plus sur le long terme.
comme toi, quand tu t'es mis à méditer le matin, c'est vraiment super et que même s'il y a un matin où tu arrives pas à méditer, en fait, c'est pas grave. Oh non, mais je suis trop d'accord avec tout ce que tu dis. Bon, tant mieux. Ouais, super. Donc, écoute, on va donner rendez-vous à nos auditeurs sur Clubhouse le mardi 1er mars à 19h, pour une room sur ce thème, hein, pour répondre à vos questions et approfondir peut-être certains points si nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses, Ambre? Oui, oui, tout à fait. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, à demander quel thème vous souhaiteriez qu'on approfondisse et qu'on aborde, qui serait en lien vraiment avec le thème d'aujourd'hui. Et voilà, posez-nous toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas, on a envie que ce soit interactif, quoi. Ouais. Pour poser les questions, c'est où du coup? Alors pour poser des questions sur Clubhouse, en fait, tu as une petite main, tu peux lever la main et tu montes sur la stage, en fait. On invite la personne et là, elle peut parler, poser ses questions. Ensuite, elle retourne dans la foule, entre guillemets. Et absolument tout le monde peut participer. Et puis, je pense que toi comme moi, on a vachement envie que les gens participent aussi, quoi. Ah oui, 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 vraiment, n'hésitez pas. Voilà, sachant que cette room, cette conférence, elle sera aussi disponible en replay. Donc si vous ne pouvez pas être là mardi à 19h, pas d'inquiétude, vous pourrez la réécouter. Par contre, vous pourrez pas interagir évidemment sur le replay. Mais voilà, on vous invite nombreux en tout cas à nous rejoindre mardi pour cet échange. Ça va être chouette de prendre la parole avec vous et puis d'approfondir un petit peu cet épisode de podcast que je trouve déjà quand même bien complet. Je te remercie beaucoup, Ambre, pour ta participation, pour la qualité et la pertinence de ton contenu. Je suis très fan. Moi aussi, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir reçu sur ton podcast et j'ai hâte qu'on fasse déjà d'autres épisodes ensemble parce que je pense qu'on a plein de sujets en commun qu'on a envie d'aborder, d'approfondir et c'était une discussion vraiment passionnante. Je suis bien d'accord et je serais ravie de refaire d'autres podcasts avec toi. Ça pourrait être vraiment chouette. Super. On vous remercie pour votre écoute et votre présence aujourd'hui sur la buvette. On se donne rendez-vous mardi à 19h sur Clubhouse et puis mercredi prochain pour un épisode en 5 minutes. Merci d'avoir écouté. On se retrouve donc sur Clubhouse la semaine prochaine, comme Margot vient de le dire. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Mon identifiant Instagram, c'est @seren.ambre, donc SEREN.ambre, AMBRE. Et je serai ravie d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Et à mardi! J'ai oublié de préciser que mon club sur Clubhouse s'appelle La Voix du Cœur. Alors je vous donne rendez-vous sur cette application très sympa. Que vous soyez trentenaire ou pas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous êtes encore là à la 57e minute pour ce premier format long, c'est que ce doit être le cas. Je vous remercie tous individuellement pour votre soutien, pour vos retours, pour vos commentaires. Si cette interview vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et pourquoi pas un petit commentaire pour donner de la visibilité à cette émission et la faire découvrir à d'autres personnes. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peu importe l'âge que vous avez ou la vie que vous avez. Cochez vos propres cases et autorisez-vous à vous épanouir comme la belle fleur que vous êtes. Je remercie Ambre pour son temps et sa belle énergie et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la buvette.